Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Lumen Christi TV, bonjour. Que peut la littérature dans un monde qui a faim? Voilà une interrogation préoccupante posée par Jean-Paul Sartre dans sa réflexion publiée en 1948 sous le titre « Qu'est-ce que la littérature ?» 1948-2024, il y a 76 ans déjà que cette question a été posée. Alors, l'Europe était en pleine réparation des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Que comprendre à travers cette grande phrase littéraire? Quelle réflexion nous inspire-t-elle au XXIe siècle? En exemple, quelle pourrait être la part de la réponse de la littérature française francophone contemporaine à cette question sartrienne? Avant d'aborder le décryptage proprement dit de cette grande phrase littéraire, je vous présente en quelques minutes l'immense écrivain et philosophe français appelé Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est né le 21 juin 1905 à Paris. Pour avoir perdu très tôt son père, ses grands-parents se sont occupés de son éducation. Il est élevé dans les règles de la bourgeoisie citadine. Et depuis sa tendre enfance, Sartre a pris le goût de la lecture. Il sacrifie ses temps de jeu d'enfance à l'exploration des livres de la bibliothèque familiale. Pour s'être invité à cette formation intellectuelle précoce, l'homme qui écrira Orphée Noire, la célèbre préface, a grandi avec la saveur de la connaissance et l'esprit critique solide. À l'âge de 19 ans, il réussit au concours d'entrée à l'École normale supérieure. Déjà en 1927, alors qu'il n'avait que 22 ans, il a participé avec certains de ses camarades à la signature de la pétition de contestation dressée contre la loi sur l'organisation générale de la nation française pour le temps de guerre. L'indépendance intellectuelle et la liberté d'opinion chez celui qui sera l'auteur de l'être et le néant commencent à marquer les esprits tant dans le rang de ses camarades étudiants que du côté des dirigeants politiques de son pays. Mais en dépit de sa grande performance académique, Jean-Paul Sartre échoue au concours d'agrégation en philosophie en 1928. L'année qui a suivi, il rencontre Simone de Beauvoir, sa compagnon de vie. La même année, c'est-à-dire en 1929, il décroche son diplôme d'agrégé en philosophie avec son nom à la tête des admis, c'est-à-dire major de promotion. Il est établi que Sartre est à la fois philosophe et littéraire. Sa philosophie est prioritairement tournée vers la liberté, la conscience et la responsabilité. C'est en cherchant la liberté que l'homme prend conscience de sa propre responsabilité dans la réalisation de ses propres projets. Pour cet auteur brillant, de haut niveau, il faut agir pour laisser des pistes de définition de soi dans la vie, sinon, il ne saurait exister pour l'humain un destin préétabli. Figure emblématique, au rang des auteurs existentialistes français, son existentialisme est un humanisme publié chez Gallimard en 1946 a été d'une grande influence. L'existence précède l'essence, a-t-il écrit, pour dire en français facile que l'homme n'est rien d'autre que le résultat de son projet conçu et réalisé par lui-même. En effet, si dans Discours de la méthode, 1637, premier essai philosophique écrit en langue française, Descartes a laissé la formule « je pense, donc je suis ». Sartre, au XXe siècle, dira « j'agis, donc je suis ». Sur le plan littéraire, cet auteur a publié des œuvres parmi lesquelles je peux citer La nausée, roman sorti en 1938, Huis clos, pièce de théâtre, édité en 1943, Qu'est-ce que la littérature, essai littéraire publié en 1948, Les mots, récit autobiographique, édité en 1964.
Il faut reconnaître que la fiction narrative et la création dramatique chez Sartre sont, pour la plupart, mises au service de la philosophie existentialiste. L'ensemble de ses œuvres lui a valu, en 1964, la consécration au prestigieux prix Nobel de littérature. Mais contre toute attente, le 22 octobre 1964, Sartre a exprimé ouvertement son refus de ce prix que l'Académie suédoise a pris le soin de lui décerner. Dans les colonnes des journaux Le Figaro et Le Monde, la décision de Sartre de décliner le prix Nobel de littérature de cette année-là est exprimée par lui-même. Son engagement pour la liberté lui a coûté sa libre circulation à plusieurs reprises. Il a été fait prisonnier en juin 1940 pendant 9 mois, puis interpellé par la police française en juin 1970, alors qu'il distribuait avec d'autres personnalités, dont sa compagne Simone de Beauvoir, le journal La Cause du Peuple. Il s'était donné la charge de la direction de publication de ce journal défenseur de la cause des faibles, afin que sa notoriété puisse protéger le groupe de presse et lui assurer une large audience. Sartre décède à Paris, sa ville natale, le 15 avril 1980, dans sa 75e année. Mesdames et messieurs, revenons à présent à notre décryptage des grandes phrases littéraires, une des 4 rubriques de votre émission Plaisir de lire sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi. La grande phrase littéraire de ce jour a pour auteur, je le rappelle, Jean-Paul Sartre. Que peut la littérature dans un monde qui a faim? Je m'attelle d'abord à démontrer la littérarité de la phrase en l'expliquant. Que peut la littérature dans un monde qui a faim est une phrase de nature complexe au sens grammatical de l'adjectif et de type interrogatif. Le pan littéraire que nous percevons dans cet énoncé phrastique est le monde qui a faim. On y remarque la figure du contenant pour le contenu, une sorte de substitution métonymique en ce sens que le monde en tant que contenant ne saurait ressentir la faim si ce n'est la société qu'elle porte. De ce fait, le signifiant monde suggère les éléments constitutifs de son signifié, parmi lesquels figurent prioritairement les humains. Précisons que la faim est une sensation de vide abdominal, la révélation de l'envie de manger, une envie que le monde, en tant qu'entité non pensante, ne saurait ressentir. Ainsi, en évoquant le monde, l'auteur évoque ses habitants. Toutefois, d'aucuns verront dans cette phrase un monde personnifié. Certes, il n'aurait pas tout à fait tort, mais à y voir de près, l'esprit de la phrase saisi au second degré ne milite pas en faveur de la personnification, mais plutôt de la métonymie illustrée. Quand l'auteur parle du monde, je le rappelle, il évoque notre société humaine dotée de sentiments et de raison. Notre société astreinte à la condition humaine dont la faim est l'un des éléments du champ lexical. Dans ce contexte où la littérarité de la phrase doit être démontrée, par curiosité littéraire, on peut se rendre compte que le signifiant faim dans ce contexte ne renvoie plus uniquement aux besoins alimentaires. La faim évoque les éléments du champ lexical de la condition humaine que sont, entre autres, les maux, les dysfonctionnements, les besoins. La faim suggère aussi les envies, les ambitions et les aspirations. Toutes ces réalités sont mises en relation analogique avec le mot faim. Fort de cela, il y a aussi lieu de parler de la métaphore dans l'emploi fait de faim. En bref, pour récapituler les indices fondateurs du caractère littéraire de cette phrase, je me suis basé sur la métonymie dans la formule « un monde qui a faim » et la charge métaphorique du substantif « faim » inconcentré de sens. À partir du moment où les figures de style s'invitent dans la formulation de la phrase, nous sommes en présence du cas d'une phrase littéraire. Que peut
la littérature dans un monde qui a faim. En guise de reformulation, la phrase demande de savoir le pouvoir de la création littéraire dans une société en but au manque, à l'envie d'assouvir un besoin, aux mots, à des dysfonctionnements donnés, un monde en pâture à des dérapages pluridimensionnels. Autrement dit, Jean-Paul Sartre pose cette question pour susciter la réflexion sur le rôle de la littérature dans une société exposée à de multiples difficultés. Qu'est-ce que donc la littérature? C'est bien osé de vouloir répondre à cette question dans une émission littéraire de 26 minutes, mais une réponse en billet de presse aura suffi. Dans littérature africaine, seconde, première, terminale, les professeurs Adrien Wanou et Ascension Bonyanko ont défini la littérature comme l'ensemble des œuvres orales ou écrites portant des marques de préoccupation esthétique. Roland Barthes dit plus simple en ces termes: la littérature est un travail sur le langage, donc une manière d'écrire et de dire le fait social avec résonance et reconnaissance, avec application d'un travail sur la dimension formelle, donc le style. Dans le degré zéro de l'écriture, publié en 1953, le même Roland Barthes, a laissé lire sur la 4e de couverture ce qui suit. La forme reste la première et la dernière instance de la responsabilité littéraire. On en retient que c'est dans la manière de dire et d'écrire, ancrée dans le culte de l'esthétique, que le langage littéraire se distingue de l'ordinaire pour informer, former, influencer et distraire. Que peut la littérature dans un monde qui a faim? C'est la question fondamentale de notre émission d'aujourd'hui. Maintenant que la littérature, la littérarité, de la phrase est justifiée et ses mots clés expliqués, esquissons notre décryptage en commençant par répondre à Jean-Paul Sartre. Certes, il connaît la réponse lui-même que quiconque pour dire que la littérature peut des choses merveilleuses dans un monde qui a faim. Sur le plan ludique, la littérature est comme une main balsamique, au sens senghorien de l'adjectif, que passe le créateur de l'œuvre littéraire sur la peau flétrie de son consommateur. La littérature apaise, elle adoucit, elle réconforte, elle sème les grains de l'espoir, elle humanise. À juste titre, Montesquieu, philosophe des Lumières, a dit qu'une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Le béninois Mesmer Silvestre-Sou a écrit dans l'un de ses manuels scolaires, Réussir la communication écrite au BEPC, tome 2, que la lecture est devenue depuis de nombreuses années sa seule et unique source de consolation au creux des vagues. Il existe des œuvres aussi, comme l'Odyssée d'Homère, dont la lecture fait voyager virtuellement pour la découverte des monts, des vallées, des peuples et des cultures lointaines. Ces œuvres suscitent votre évasion en vous apportant de nouvelles idées. On ne saurait sortir de la lecture d'une œuvre littéraire sans en garder des bonus. En lisant, par exemple, les contes d'Amadou Koumba, 1947, on se rend compte que le monde est un mystère que seuls les codes communiqués dans les contes peuvent aider à percer. Auparavant, en Afrique, le rythme de la vie et son goût se trouvaient dans les soirées des contes. Les personnes âgées s'en servaient pour expliquer, pour exprimer solennellement les permis et les interdits de la société. On distrayait donc grâce à la littérature. La littérature instruit, elle forme pour la vie. Qui lira, par exemple, chères téléspectatrices et téléspectateurs, l'aigle et la tourterelle dans le conte du Laralé du Burkinabé Nyamba Tiendrebe Ogo, sans être transporté par la sagesse de l'enfant. Qui lira les épisodes du séjour de Trabi après Keto dans les tresseurs de cordes de Jean Pléa, sans tomber sous le charme du paysage idyllique
de cette région paysanne de la République de Bokele. À moins que vous soyez en panne de sensibilité, la littérature est en mesure de vous faire rêver au sens noble du terme. Disons que la littérature invente le monde onirique pour le soin psychologique de l'homme. Et dans ce postulat littéraire, la visite de l'univers d'œuvres d'esprit est thérapeutique à la manière du malade qui retrouve la guérison après avoir pris le sacré bain dans la piscine probatique sise à l'entrée de Jérusalem. En dehors de la vertu ludique, je puis dire, de cette littérature-là, nous pouvons parler aussi de son pouvoir d'adoucir les amertumes, montrer à ceux qui pleurent les éclats de l'avenir. C'était ce que David Diop a dit de la poésie. La puissance de la poésie est de réconforter, de donner de l'espoir. Quand on lit Kafka, auteur de la Métamorphose, il a écrit à juste titre que toute littérature est assaut contre les frontières, pour dire que toute œuvre littéraire est une ouverture de l'homme pour l'homme. La littérature a pour vocation d'informer, d'instruire pour vaincre l'ignorance sans distinction de rang social ni de différence sociale, de différence raciale. Dans le domaine du militantisme pour une société juste, la littérature s'est toujours positionnée à l'avant-garde des luttes nobles. S'il s'avérait que l'œuvre littéraire ne pouvait rien dans un monde en difficulté, pourquoi Voltaire a-t-il écrit Traité sur la tolérance en 1763? N'est-ce pas pour faire corriger la grosse erreur judiciaire commise contre le vieillard de 68 ans, Jean Calas, accusé injustement d'infanticide? Pourquoi Zola a-t-il publié en 1885 Germinal, si ce n'est pour susciter l'aurore audacieuse de la parole ouvrière en dénonçant l'horreur de voir les prolétaires qui font tout, mais finalement n'ont rien, et les capitalistes qui ne font pratiquement rien, mais qui à la fin ont la quasi-totalité du bénéfice du travail. Le même Zola, pourquoi a-t-il adressé une lettre ouverte au président français Félix Faure dans le journal L'Aurore du 13 janvier 1898, une correspondance acerbe intitulée « J'accuse ». N'est-ce pas au nom de la vraie justice qui méritait d'être faite dans l'affaire Dreyfus? Téléspectatrices et téléspectateurs, la littérature peut grand-chose dans un monde qui a faim. Sinon pourquoi Lamine Senghor a-t-il eu le courage d'écrire en pleine effervescence coloniale? Nous étions en 1927 quand il publie La violation d'un pays. N'est-ce pas pour dénoncer la violence, la trahison, la déshumanisation qui caractérise la rencontre de l'Afrique avec l'Occident? Dans quel but pensez-vous que Césaire a-t-il écrit Cahier d'un retour au pays natal en 1939? Cela est clair. Il en a exprimé son engagement aux côtés des peuples croupissants sous le poids de l'oppression. C'est de Césaire, nous devons cette phrase à Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Tout homme ou femme de lettres garde chacun des alphabets compositeurs de cette phrase de l'auteur du discours sur le colonialisme. En lisant le récit poétique intitulé « Poème africain » de Fodéba Keïta, poème publié avant les indépendances, l'histoire tragique de Naman dénonce de manière suggestive Tiaroy, novembre 1944, Tiaroy-sur-Mer, où l'armée française a ouvert le feu à balles réelles sur des tirailleurs sénégalais parce qu'ils réclamaient la prime de guerre qui leur a été pourtant promis dans le contrat de leur embarquement au chevet de la France, alors envahie par l'armée allemande. En outre, dans quelle posture d'engagement s'est fixé Jean Pliat en publiant son roman Les Tresseurs du Code en 1987? Sans doute, c'est pour montrer combien la dictature agite les consciences et à quel point l'union dans la diversité d'opinions, de points de vue, construit une société où les hommes et les matériels de leur propre invention grandissent ensemble. Quel objectif vise l'universitaire au Kritossou,
auteur du roman Numéro Matricule, publié en 2015. Si ce n'est pour attirer l'attention de la société sur la situation des enfants de la rue ou des adolescents travaillant dans des carrières, ces âmes innocentes vulnérables soumises à des activités dépassant manifestement leur force physique. Quel mot l'auteur dramatique, le collègue Hervé Tautin, veut-il contribuer à circonscrire et à neutraliser en publiant Le Ballet des Bouffons en 2017? N'est-ce pas pour une vraie gouvernance démocratique orientée vers le développement intégral de l'homme? Que peut la littérature dans un monde qui a faim? Fort de ces démonstrations illustrées, nous répondons avec assurance que la littérature peut consoler la faim. Elle peut dénoncer la cause de la faim. Elle peut susciter la correction de tout ce qui expose à la faim, parce que Sartre même l'a dit, la littérature est naturellement révolutionnaire. La littérature est naturellement révolutionnaire. C'est Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Ce qui signifie qu'elle sert à l'opération des grands changements contre la faim et tout ce qui entre dans sa sphère de signification. Donc, qu'est-ce que la littérature? Sartre a répondu sans le proclamer à sa propre interrogation. À la page 29 de la première édition de ce livre, il a écrit, je le cite, « L'écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l'homme aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité. » Fin de citation. Il poursuit en écrivant que la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent. Ainsi, en luttant contre l'ignorance, n'est-ce pas une lutte pour le besoin de l'humanité de ne pas être ignorant? La littérature éveille donc les consciences, et dans un peuple où les consciences sont éveillées, les esprits sont de niveau élevé, la gouvernance est surveillée et les lois sont constructives et non oppressives. Dans une autre mesure, la littérature dans un monde qui a faim ne pourra grand-chose si le métier d'écrivain ou d'auteur d'œuvres de l'esprit n'est pas dépénalisé de certaines audaces inhérentes à sa nature et à son fonctionnement. Dans son article, comme les Lamentins vont boire à la sauce de Simal, c'est-à-dire de Senghor, le poète et président sénégalais Léopold Sédar Senghor a écrit ce qui suit. La poésie ne doit pas périr, car alors où serait l'espoir du monde? Nous le paraphrasons en disant que la littérature ne doit pas périr, car alors où serait l'avenir de l'humanité? Téléspectatrices et téléspectateurs, ainsi s'achève ce pan de ce numéro du plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Nous vous avons présenté sa rubrique décryptage des grandes phrases littéraires. La dite rubrique s'est intéressée à la phrase sartrienne qui dit « Que peut la littérature dans un monde qui a faim ?» Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit de la question. L'objectif étant juste de susciter le débat n'importe où, il sera utile de le mener. Merci de votre aimable attention. À présent, nous allons aborder le volet de quelques erreurs de pratique de la langue française et de leur correction. Nous en avons identifié 3 pour cette émission, pour ce numéro de plaisir de lire. On ne dit pas pallier à quelque chose, on dit plutôt pallier quelque chose. Il faut savoir que pallier est un verbe transitif direct qui ne saurait admettre la préposition à. Exemple de l'emploi de pallier dans une phrase. Pour pallier les carences littéraires des apprenants, le professeur leur propose de lire chacun 5 romans dans les congés. On ne dit pas d'ici 2 jours. On ne dit pas d'ici 2 jours. On dit plutôt d'ici à 2 jours. Vous devez comprendre que dans le groupe prépositionnel d'ici à 2 jours, le à préposition
introduit la précision temporelle entre le moment de l'énonciation et le moment projeté. Exemple de l'emploi de l'expression dans une phrase. Voici la phrase. Dites aux étudiants que d'ici à demain, les résultats des semestres impairs seront affichés. Par contre, il est permis de dire d'ici là, sans crainte de porter entorse à la syntaxe. Exemple, les examens de fin d'année se tiendront dans quelques mois. D'ici là, préparez-vous bien. Par ailleurs, on ne dit pas s'avérer faux. On dit plutôt se révéler faux. Car s'avérer faux soulève une contradiction en ce sens que s'avérer renseigne sur ce qui est vrai, ce qui est vérifié. Ainsi dire s'avérer faux, c'est faire un mauvais usage de la langue. On dit donc se révéler faux. Exemple de l'emploi de l'expression dans une phrase. L'information selon laquelle février 2025 compte 29 jours s'est révélée fausse. L'information selon laquelle février 2025 porte 29 jours s'est révélée fausse. Par ailleurs, si vous tenez à faire usage du verbe s'avérer, dans ce cas, il faut se garder de l'accompagner de l'adverbe faux. On peut par exemple dire l'affirmation selon laquelle Dieu n'oublie jamais les siens s'est avérée. L'affirmation selon laquelle Dieu n'oublie jamais les siens s'est avérée. Voilà qui nous conduit, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de Plaisir de lire à travers l'une de ces rubriques sur Lumen Christi TV. Ciao, ciao.